va Natou? Ça va. Nathalie, bonjour. Mercredi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur et bien surtout te régaler. Dans un instant, comme chaque mercredi, on ouvrira la cuisine de première, cuisine improvisée. Hein. C'est pas un véritable laboratoire pour élaborer des plats, mais alors les chefs qui parlent des plats évoqués nous donnent l'eau à la bouche chaque mercredi et ça c'est chouette, Natou. Oui, c'est oui, on va démarrer tout de suite ou commenter? Un petit peu de réclame avant. Ah d'accord, ok. Oui, d'accord. Ah, parce que moi je suis prête, Allez, là. dans les starting blocks, c'est une gourmande. Diététicienne, on Oui. recevra lundi, C'est donc lundi. à la diète. Voilà. Profites-en aujourd'hui. Un peu de réclame et on retrouve nos invités du lycée hôtelier. À tout de suite. Tu as des tôles à acheter? Va chez Guillou. Tôle ondulée, nervurée, arrondie ou imitation tuile. Top qualité, alu zinc ou prélaqué, garantie 10 ans. Avec Guillou, tu as le choix. Guillou, c'est aussi tous les accessoires à prix imbattable. Fêtières, bavettes, gouttières, clous, vis, ils ont tout chez Guillou. Et en plus, tu peux récupérer ta marchandise au bout de 24 heures ou te faire livrer gratuitement à Téti sous 48 heures. Il n'y a plus à hésiter. Guillou à Faréouté, 40 42 83 49. Guillou, hey, t'es you. Te pata api e te iu onshore. E iau I hoa te taria. E te waha atoa. Onshore, les produits laitiers de Nouvelle-Zélande. Un label de qualité. Tout au long de la journée, onshore, encore. En Polynésie, nous trions de plus en plus nos déchets, à la maison, à l'école ou au bureau. Je mets ma bouteille en plastique dans le bac vert. Je dépose ma canette dans le bac vert. Je dépose mon carton dans le bac vert. Et hop, dans le bac vert. Bouteilles en plastique, canettes aluminium, boîtes de conserve rincées, papier, journaux, carton, tout se met dans le bac vert. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie première. Quand je pense à tout ce qu'il nous reste à faire pour mettre de l'ordre dans cette cuisine. On peut chanter en travaillant. Voilà, extrait. Là, on voulait pas la musique, mais on veut commencer l'émission maintenant. Hein. J'ai l'impression que Fabrice a déteint sur Walter et Elvis. Il y a un truc. Salut Elvis. Salut Elvis à la console. Qui sont les invités, Nathalie? Alors, nos invités sont Sandra Rouillet, qui est professeure de service. C'est-à-dire que vous êtes le prof de service? Oui, voilà, Oui. j'accompagne les élèves qui se forment au service du restaurant face aux collègues de cuisine. On est là pour servir la production, la vendre. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, Ouais. on est indissociables. On est binôme, on travaille ensemble en fait sur les différents services qu'on fait dans la semaine. Avec Josh Tinorua, qui est professeur de cuisine. Yolanda, bonjour. Bonjour. Tu veux une petite musique pour planter le décor? Allez, vas-y. Préparez votre pâte dans Ah, t'as trouvé autre chose. une jatte, dans une jatte plate et sans but de discours. Pascal. Ça vous dit quelque chose, ça, là? Je vous rassure, on n'a pas les mêmes méthodes de travail au lycée hôtelier, c'est un peu plus speed, on va dire. Ah, ça va mieux, ouais. Non, c'est Podane. C'est Podane qui Podane. prépare la recette du cake. Mettez de la farine et puis les œufs. Ah, Voilà, d'accord. Podane, Catherine Deneuve. Oui. Ah, ouais. Bon, vous voyez le niveau de l'émission, hein. On est loin des JT de première. En tout cas, c'est un véritable plaisir de vous accueillir. Merci encore au proviseur du lycée hôtelier, hein, Pascal Maillot, qui joue le jeu. C'est-à-dire que nous, on a besoin de votre présence sur le plateau une fois par mois, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille parce que on parle cuisine, mais en plus aujourd'hui, on parle service. Et comme on le disait, l'un ne va pas sans l'autre. Et est-ce que vous êtes pour autant le service mis un peu de côté, moins au devant de scène ou... Non, c'est un peu l'inverse. C'est nous qui sommes auprès des clients. Ouais. Et la cuisine est en retrait, cachée souvent. On a plus de chance. En fait. De moins en moins, mais la cuisine est derrière les murs et nous sommes les interprètes, leurs yeux aux cuisiniers. Et puis voilà, on est confronté aux clients. Si c'est trop cuit, c'est nous qui recevons la réclamation avant la cuisine. On Sandra transmet quand même. Oui, professeur de service. Comment on devient professeur de service, hein?
Vous-même, votre parcours? Alors, les études de restauration, tout comme nos élèves, j'ai commencé au tout bas de l'échelle par un BEP, ensuite... J'ai cru que vous alliez lire à la plonge. Oui, on en fait aussi, Ouais. oui, mais bon, ça, au niveau des diplômes, voilà, un petit diplôme pour démarrer, puis petit à petit, on gravit les échelles, l'équivalent du bac technologique actuel, le BTS, et puis la licence, et puis les concours d'enseignants. Et donc divers restaurants ou comment Oui, ça s'est alors passé moi j'ai toujours eu la vocation d'être enseignante, influencée peut-être dans la famille. Mon papa était professeur de cuisine lui-même, donc j'ai toujours entendu parler d'élèves, de bonne nourriture, de recettes de cuisine, etc. Et puis la découverte du métier dans diverses unités au cours de la formation. Et puis quelque chose qui me plaît, quoi, le contact avec la clientèle. Que du positif. Pourriez néanmoins vous metteriez le tablier pour aller en cuisine? Non, alors j'aime beaucoup cuisiner parce que j'aime beaucoup manger, mais je suis pas du tout efficace, pas professionnellement, dans tous les cas, oui, pas au niveau professionnel, non. Alors, à quoi ça sert d'être, c'est-à-dire que vous formez les élèves au service, c'est-à-dire comment servir à table? Pardon, comment mettre une table peut-être? C'est ça, alors dresser, on dit. Dresser, voilà. Vas-y, mets la table. Vas-y, mets la table. C'est ça, non? C'est ça, on dresse les tables. Qui c'est qui met la table? Alors on ne vit pas de la même manière. Il y a des méthodes bien déterminées, très académiques. Après on peut prendre un petit peu plus de fantaisie à d'autres moments. Donc c'est la mise de table, tout le matériel très symétrique, très propre. Vraiment beaucoup de rigueur, le nappage installé si les tables sont nappées dans le restaurant, bien positionner les nappes. Et un souci d'uniformité. Oui, surtout. Il y a cette rigueur qui revient quand même souvent. Oui, oui. Est-ce qu'on peut encore innover? J'ai l'impression que c'est toujours l'assiette est au centre, le couteau à droite, à gauche. Alors ça dépend dans quelle forme de restaurant on se situe. On en parle beaucoup avec nos élèves dans le bac professionnel ou le nouveau CAP. Ça dépend si on se situe à la roulotte, dans un snack, dans un restaurant traditionnel ou dans du haut de gamme, du restaurant gastronomique. Alors dans la roulotte c'est vite fait, c'est roulé dans la serviette, mais dans un restaurant gastronomique ou à la maison, est-ce que... À la maison, ça va être, on va s'y pencher plus pour les repas, les grandes occasions, les repas de fête, ou les événements familiaux. Alors les deux sont possibles. Soit on est très académique, la fourchette à gauche, le couteau à droite. Si on a une préparation liquide qui nécessite la cuillère à potage, on la met à droite aussi, à côté du couteau. Sinon, si on veut faire quelque chose de plus moderne, on peut décider de mettre tous les couverts alignés sur le côté gauche, avec ou sans assiette de présentation, la serviette pliée de manière fantaisie ou classique, très sobre, et l'ordonnancement des verres aussi, si on en met plusieurs, du plus grand au plus petit, en taille. Et c'est pareil pour les couteaux. Alors c'est le premier plat, c'est-à-dire pour l'entrée, c'est ce qui est à la fin. Alors, à la droite, dans le cas, oui, quand il y en a plusieurs, c'est ça. Voilà. Ouais. Dans le cas où on met tous les couverts qui sont destinés à être utilisés pour tout un repas, c'est ceux qui, quand on pose les mains sur la table, sont le plus près de nos mains. D'accord. Ce sont ceux par lesquels on commence. Donc de nos mains, donc c'est à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, on a les premiers couverts à l'extérieur. Ce sont ceux qu'on va utiliser en premier avec les premiers plats servis. Et au fur et à mesure, ils sont débarrassés à mesure que le client a consommé. Et en fonction des commandes également. Si on prend une viande, on va avoir un couteau à viande, etc. Ou alors tout est déjà en place. Si, dans le cas où tout est en place, c'est le cas où le menu n'est pas choisi. C'est un menu identique pour tous les clients, tous les invités. Souvent, quand c'est un repas en grand nombre, on gagne du temps et on installe tous les couverts. Et comment ça a été décidé, ça? Parce que c'est une logique ou c'est parce que c'était dans le bon vivre, dans le bien vivre de... Non, c'est une logique, puisque au tout début, on mangeait avec les mains, avant que la fourchette soit introduite par nos collègues de l'Italie. On mangeait à la main et ensuite la fourchette est arrivée et petit à petit les couverts, voilà.
Et j'en reviens à la rigueur. C'est difficile d'innover. On peut encore innover. On peut. Il y a eu, moi je trouve, depuis 10-15 ans, un petit dépoussiérage. Si vous avez remarqué, le verre à eau a perdu le pied. On est revenu sur des gobelets. On dépareille les services d'assiettes. À la japonaise. Voilà. La japonaise, oui. Ça fait du bien. On va parler de vos élèves, de leur de la durée de cette formation quant au métier de service. On a un chef de cuisine, Nathalie, avec nous. Avec Josh, bonjour, Bonjour. Alors, en cuisine depuis combien de temps? Alors, en cuisine depuis toujours. Ah, depuis toujours. Donc, ah ouais. Après, professionnellement, ça a démarré avec mes études au lycée hôtelier, depuis les années 2000. Donc, dans ce même lycée hôtelier? De celui le premier de Puna de Pirée. Pirée, d'accord. Donc Pirée, donc j'ai fait mon bac techno jusqu'en BTS. Et après, à partir de là, je commençais à voyager parce que j'avais le projet en fait de devenir professeur déjà à l'époque en fait. Donc grâce notamment à certains professeurs qui m'ont mis la passion, la rigueur et la motivation. Et la famille déjà, parce que apparemment oui, c'est sûr. depuis tout petit qu'il cuisinait à la maison, maman. Mon père avait un diplôme déjà de cuisinier. Ah armée, ok, en fait. c'est dans les gènes. Voilà, on avait un petit magasin, on faisait des petits plats marins, les chamelles, les pois, du pois chou, voilà, donc on vendait tout ça en fait, donc la passion était déjà là. Papa est toujours là? Papa n'est plus là. Papa est plus là. Il t'a connu en tant que cuisinier, chef cuisinier? Non du tout. Non, bon. L'étoile qu'il est devenu a vu la fierté grandir quand il a appris que tu étais devenu chef de cuisine. Oui, j'en suis fier pour lui aussi. Donc je pense qu'il a toujours voulu tout pour ses enfants. Donc après, du coup, un voyage pour des formations? Après un voyage, oui. Ouais. Donc d'abord j'ai commencé pas très loin. Donc depuis le lycée hôtelier, j'étais sur Bora. Donc j'ai été contacté tout de suite après les examens, le diplôme de BTS, parce que j'ai fait un super beau stage en fait. C'était le Bora Lagoon Resort à l'époque, le Nara. Bon, il a fermé entre temps. Oui. J'étais triste. Donc j'avais appris ça, j'étais à Saint-Martin, donc quelques années après quoi. Et notamment grâce au groupe de l'Orient Express de cet hôtel, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager. Dans d'autres hôtels du même groupe. Donc avec les billets d'avion pris en charge, logés, nourris. Ça c'est bien. Avec un salaire conséquent. Et la découverte de d'autres saveurs, d'autres préparations, d'autres façons de faire. D'autres cultures, d'autres façons de travailler, d'autres chefs surtout. Donc moi l'objectif c'était rencontrer les chefs et pour pouvoir acquérir de plus d'expérience, pour pouvoir mieux revenir. Je savais pas quand, mais je savais que j'allais revenir ici quoi. Inévitable. Donc l'expérience a duré à peu près 13 ans. Ah, quand même. 13 ans, donc Bora, Saint-Martin, l'Australie. Après, je suis revenu une année ici sur le CFPA de Pirée. Donc voilà. Et après le CFPA, je suis parti en France, dans le sud, Narbonne, Arles, un petit peu sur l'Espagne. Ça n'a pas duré très longtemps, mais après, je suis revenu tout de suite en France. Avec des enseignes étoilées pour certaines? Notamment sur Arles, 2 étoiles Michelin. Donc voilà, c'était une très bonne expérience. J'avoue que c'était pas facile, mais c'était très très enrichissant. Quand on est chef de cuisine, on est gourmand, j'imagine, ouais. Ah oui. Oui, on fait pas que goûter. Il y a un moment où il faut manger. Oui, après ça dépend de la quantité dans la cuillère, donc après je parle ça pour mes élèves, goûter, mais après il y a plus rien dans le plat, quoi, donc après c'est difficile. Plat, cuillère, mise en place par ses élèves, de cette professeure de service qu'on reçoit aujourd'hui, Sandra Rouillet. Et vous avez beaucoup d'élèves? Oui, autant qu'en cuisine. Garçon-fille? Garçon-fille, plus de filles pour le service, bien qu'en cuisine, il y en a aussi. Oui, plus de filles, mais j'aurais tendance à dire temps pour temps, presque. Ce ne sont pas les mêmes élèves. Non, du tout. Ils choisissent leur secteur, dès l'orientation. Est-ce que, ils font un passage quand même dans les cuisines pour bien comprendre le métier difficile des cuisiniers et vice versa, bien comprendre que le travail en salle, le problème rencontré dans les entreprises, la méconnaissance des services entre eux? Non, les diplômes ont été modifiés il y a 6 ans en se spécialisant et c'est bien dommage parce qu'on travaille tellement en étroite collaboration que pour comprendre le métier de l'autre, on a vraiment besoin de le connaître et sans le pratiquer, on a du mal. Quelquefois, les serveurs trouvent que ça va pas assez vite en cuisine pour envoyer, mais ils ne se doutent pas le nombre de manipulations qu'il y a pour dresser une assiette, par exemple. C'est vrai, quoi, Josh? Vous pourriez faire attention, il y a de respecter leur travail. Oui, bien sûr. Donc, merci pour la pression. Je ferai mieux que la prochaine fois. Non, après, on réfléchit sur les menus. Pour nous, mise en place, voilà, donc on a un TP avec 3 heures de TA, donc dans une autre journée pour préparer, pas forcément de la mise en place, la technique, pour bien comprendre un peu
les objectifs pour le TP un autre jour, le lendemain ou 2 jours après. Celui-ci, on va compter à peu près 6 heures, dont 2h30 pour tout préparer avant qu'ils partent à la cantine. C'est leur temps de pause avant le service, en fait. Et les menus ont été réfléchis pour pouvoir gérer ce temps et aussi gérer l'envoi. Donc, pas trop de manipulation, ou en tout cas chercher une organisation qui fait que on perd pas trop de temps sur l'envoi. Voilà, pour une assiette entre 2-3 minutes, c'est bien pour dès qu'il y a qu'une réclame du service, en fait, pour pouvoir envoyer. Après, il peut y avoir quelques variantes sauce à part, découpage en salle, garniture dressée, où ils font tout au plateau à l'anglaise. Voilà. Donc on essaie de s'accorder un petit peu auparavant dans nos progressions pour pouvoir s'organiser, en fait, pour le L'objectif service. est le même, hein, pour vous, c'est le contentement du client, de celui qui déguste, quoi. Bien sûr. Après, on peut comprendre que un plat, s'il n'est pas mis en valeur, s'il n'y a pas ce papier d'emballage, hein, si je peux prendre ces termes-là, bah, il n'a pas forcément la même saveur. C'est le cadeau, c'est Noël tous les jours, tous les soirs, donc le lycée hôtelier. Et pour des élèves qui sont en formation avec vous, il leur faut combien de temps, combien d'années? Alors, c'est un bac pro qui dure 3 ans. On peut le faire aussi en 2 ans en CAP. Un CAP qui est polyvalent, pour lequel on fera du service en restaurant, en snack, et la partie femme de chambre, housekeeping à l'hôtel. Ah, d'accord. Ah oui. Et également le housekeeping. Oui, parce qu'il y a le service en chambre également. Voilà, le service des petits déjeuners et éventuellement le room service. Donc, pardon, avec de l'anglais, avec... Voilà, ils ont des cours d'anglais. Oui, voilà, des cours d'anglais. Les bacs pro ont une seconde langue qui est généralement soit l'espagnol, soit le tahitien. Les mathématiques aussi, on les voit des fois avec leur maître pour calculer la distance entre le couteau et le... Alors on n'en est pas là, au niveau de la formation on n'en est pas là, ça c'est au niveau de... Mais ça existe, c'est comme ça? Oui, par exemple à l'Élysée, c'est vraiment, ou sur des tables vraiment, il y a le pied à coulisses, c'est ça? Ah oui, carrément. Et vraiment, on mesure, on dresse la table avec des gants blancs pour ne pas mettre d'empreinte sur chaque élément du matériel. C'est le Graal, ça, de travailler dans un établissement comme l'Élysée ou à l'Assemblée ou des restaurants étoilés, on dirait drapeau américain? Les jeunes découvrent durant leur formation en général leur domaine de prédilection. Il y en a qui aiment le rythme, qui vont s'éclater en brasserie. D'autres qui vont aimer la perfection et qui vont aimer le service vraiment posé et minutieux. Ils parlent, hein, ce sont des gens qui sont amenés à parler à la clientèle. Alors, je l'ai pas dit, mais le bac pro service, c'est un raccourci que j'ai fait à tort. Il s'appelle le bac pro commercialisation et service. Donc on vend le plat. On est avant tout des vendeurs. Alors je vous cache pas que c'est pas évident pour des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui sortent du collège, de devoir parler à des clients adultes qui ne connaissent pas. Bon appétit. Bon appétit. Vous allez voir, c'est bon. Voilà. C'est des clichés, mais c'est ça. Oui, mais parce que c'est difficile de s'exprimer. Et ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'il faut connaître les produits. Il faut mémoriser des intitulés de plats qui sont de plus en plus longs. Qui les choisit, ces intitulés? Alors c'est vous qui les vendez, enfin les serveurs qui les vendent, mais qui dit que c'est sur sa charrette de légumes parsemée de son coulis de was gonna fry, le suprême de volaille aux perles de jade? Aux perles de jade, voilà. C'est qui ça? C'est le chef de cuisine? En général, ils proposent, et puis quelquefois on se concerte. Avec Josh, on a l'habitude de travailler ensemble, et c'est vrai que j'interviens assez souvent. Alors je pense c'est... En fait, c'est parce que je suis vachement linéaire. Donc, on prépare nos menus dès la rentrée, donc pour l'année entière. Donc, on sait déjà qu'est-ce qu'on va proposer en fonction des objectifs. Et je suis vachement linéaire dans mes appellations. Je mets à peu près tout ce que je mets dans l'assiette, en fait. Mais avec des mots quand même qui mettent en valeur. Son soufflet de machin, non, je pense que voilà. Son petit vent. Je le vois à la tête de Sandra. Je suis vachement brut, en fait. Après, je m'inquiète pas. Donc, on se concerte. Je regarde certaines appellations, les classiques.
notamment parce que enfin, on appelle un chat quand même. Oui. On met pas trop, on floute pas les appellations. Le client serait trop perdu. Et avant le service, par exemple, est-ce que vous donnez tous les ingrédients qu'il y a dans ce plat, parce que c'est une question que pourrait poser le client. C'est-à-dire, s'il est allergique, il va dire est-ce qu'il y a des carottes attendez, je sais pas, faut que j'aille demander. Sur la composition, donc nous on travaille même des semaines auparavant avec des fiches techniques. Donc madame reçoit ces documents qui est transmis travaille avec ses élèves, quoi. Et moi j'en fais de même. Voilà, on travaille de manière scolaire. Donc on anticipe 3 jours avant, ils ont les fiches techniques pour essayer de construire un argumentaire commercial, de le rédiger et de ainsi l'apprendre aussi parce qu'ils n'ont pas de notes. De l'apprendre. Ah ouais. Voilà. C'est ça la difficulté. Alors assez difficile. C'est des pâtes avec c'est des pâtes. Ah oui, mais par exemple la semaine dernière on a servi une soupe nid d'hirondelle. Là c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il faut faire des recherches, il faut savoir le pourquoi du comment, et s'il n'y a pas de travail scolaire de recherche auparavant, on n'y arrive pas. Et si on en parle juste avant le service, malgré qu'on travaille uniquement avec un menu à choix pour un service, ils n'ont pas le temps de mémoriser. Et ça donne la caricature de « Ah, je ne sais pas, ah, je vais demander, on m'a pas dit. » Voilà. On les embrasse, ces élèves qui nous écoutent ou qui réécouteront cette émission, qui vont sans doute se reconnaître. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent en cours de parcours Et là, ça arrive un petit peu, mais ça reste marginal. Et globalement, moi, j'ai remarqué que sur une durée de 3 ans, il y a une prise de conscience au moins sur la 2e année, ceux qui traînaient un petit peu la savate, vraiment se mobilisent pour le bac. Et ça fait plaisir quand c'était pas évident au début. Oui, voilà, donc après, c'est malheureux à dire, mais il y a une certaine écrémage. Donc il fait que certains éléments s'éliminent naturellement. On essaie de les retenir pour pouvoir trouver une solution à porter. Il y a des hauts et des bas, et des fois quand il y a un petit bas, il suffit d'une petite impulsion pour redonner envie de poursuivre. Et pour d'autres... voilà. Et au niveau du service, est-ce qu'il y a des élèves qui vous proposent certaines des innovations, des innovations, mettre un hibiscus, rajouter des petites choses. On leur laisse des initiatives du moment que c'est réalisable et que c'est compatible avec les règles de service. Ils participent à l'organisation. Ce sont des compétences qu'ils doivent mettre en œuvre. Ce qu'on n'a pas dit, on parlait du service à proprement dit, mais dans cette discipline, on a aussi toute la connaissance des produits de bar et le service des boissons, de toutes les boissons de bar, les cocktails, la connaissance des vins. Alors, et des spécialités culinaires. C'est complet quand même. Des spécialités, 3 ans, quoi. Les spécialités culinaires de la Polynésie, de la France, des régions françaises, et les principales spécialités des régions du monde. Donc tout ça fait des choses à apprendre puisque c'est relativement théorique. On essaie de les sensibiliser à l'accord des mets et des boissons. Qu'est-ce qu'on peut proposer à un client qui est indécis avec la carte des vins en main pour associer, rouge, rosé, ça puisse coller au poisson ou à la viande. À ce propos, Josh, c'est quoi votre spécialité, vous? Viande, poisson, chaud, froid? Alors, donc dans ma carrière, j'ai plutôt été associé viandier en fait. Donc viandier. Donc on s'occupait du. Je connaissais pas l'expression, j'ai compris que c'était viande, mais. Donc c'est vraiment une partie spécifique qui s'accorde un peu avec les fonds, les sauces et tout ça. Donc beaucoup de carcasses à débiter et tout, des fonds qui peuvent durer pendant 4 jours de cuisson. 4 jours. 4 jours. À feu doux. En fait, même avec une petite flamme. Donc après au cumul, donc ça cuit pendant 4 jours sans s'arrêter, enfin en grand maximum. Est-ce qu'on voit vraiment une différence entre un plat qui a été cuisiné après, il y a pas de fond déshydraté, c'est vraiment que du produit brut et de qualité. 4 jours, mais c'est dingue. Je savais qu'il y avait en avant des plats qui se préparaient sur la longueur, à feu doux. 24 heures, 24 heures, mais 4 jours. Tu fais quoi, là? Le mat de dimanche prochain? Bon, après, maintenant, on le fait quasiment plus, parce qu'après, ça demande une logistique. Il faut du temps. Mais ça, c'est votre truc. Vous aimez prendre le temps pour arriver à... Oui, donc, j'ai pu faire ça que dans les grandes maisons, donc, même quand j'ai découvert ça, j'avais halluciné parce
parce qu'il y a des fois dans les grands restaurants, il peut y avoir un gardien de nuit qui va surveiller de temps en temps la petite flamme. La bougie. Voilà, c'est ça. Ah oui. La petite flamme pour pouvoir voir si c'est toujours allumé, s'il n'y a pas de souci, et puis voilà, donc. Incroyable. Ou dans des hôtels aussi où il peut y avoir cuisine 24/24. Oui. Voilà, il y a tout le temps un cuisinier. Bien sûr, donc quand on a du room service 24 heures sur 24, avec une cuisine spécifique pour les fringales de nuit en fait, donc pour les clients fortunés notamment. Donc après on peut rien leur refuser. Donc, sur les bateaux de croisière également. Oui. Pour mon vécu, j'étais sur l'île de Bora et quand on n'a pas toute la marchandise, on peut pas aller frapper sur l'île en face chez le Chinois. Est-ce que tu peux me sortir des pâtes ou une viande spécifique? C'est vraiment difficile. Et les élèves, tu leur enseignes quoi, tout, du coup? Oui, bon, tout ce que le référentiel m'impose, déjà, donc après, ça part des... Oui, il y a un cahier des charges, bien oui, voilà, donc, nous, on est sur les bacs pro, donc là, j'ai les 3e années en terminale, donc on... 3e année, là, il y a quand même... oui. Donc, bon, on le connaît, ça. Après, c'est beaucoup plus confortable, parce que je les ai suivis déjà depuis l'année dernière, donc ils connaissent ma méthode de travail, ils savent comment je suis, ma rigueur, et puis après, on peut commencer à leur laisser un peu de liberté, parce qu'ils ont de l'expérience de par nos cuisines, de par leur stage. C'est-à-dire qu'en 3e année, on commence à avoir du charisme, on connaît, et on commence à devenir chef quelque part. Dans tous les sens, hein. Ça peut être de la motivation professionnelle, comme de l'affirmation à défier l'autorité. On a de tout. Oui, mais ça c'est bien, ça montre quelque part que le bébé n'est plus bébé et qu'il est prêt à voler de ses propres ailes. Ouais. Ça fait partie de notre métier. Il faut apprendre à gérer tout ça. Parce qu'il faut du caractère quand même. Hein, quand on fait vos métiers, enfin je connais un peu moins le métier de service. Vous gardez le contrôle, vous êtes face aux clients. Mais en cuisine... Non, faut montrer une certaine rigueur, une certaine autorité avec ses limites qu'on nous impose dans l'éducation nationale. Donc, mais il m'arrive parfois de monter le temps et après ça calme tout de suite les choses et après on redémarre pour partir sur de meilleures bases en fait. Donc, Tu t'imagines toi? Ah oui, mais j'ai toujours cette image. Je dis à chaque émission où on imagine l'ambiance dans la cuisine. C'est sûr. Après la caricature des casseroles qui s'envolent et tout, non, plus maintenant. Pas, non. C'est un chef c'est calme, que les assiettes. Oui, on me le dit souvent. Oui, c'est mieux quand même. Et on disait, les métiers de service, vous êtes face au client, donc vous avez tout de suite la température, s'il est bien, s'il est pas bien. C'est vous qui renvoyez l'assiette s'il y a un problème. Oui. Et là, il faut aller voir le chef, dire, voilà, il y a un petit problème, la cuisson, il voulait pas bleu. Moi, tu m'as dit bleu! Alors, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Josh, parce qu'il dit, s'il faut le recuire, on le recuit. Et le client est roi, c'est ça? Oui, le client est roi. Donc après, il faut aussi montrer à nos élèves comment gérer une situation, en fait. Donc d'insatisfaction, ou peut-être que le client n'a pas compris. Donc j'essaie aussi de montrer toutes les facettes pour pouvoir gérer au mieux la situation. On peut trouver une solution, notamment. Le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un qui travaille dans le service, c'est de tomber, de trébucher. Oui. Vous faites des exercices, avec des parcours du combattant, chevaucher un plot, un truc? J'irai pas jusqu'au parcours du combattant. Mais on tourne dans la salle, on fait des circuits entre des chaises, alors pas d'obstacles bien sûr, qui soient pas réalistes, avec des plateaux et des verres remplis d'eau ou des soupières, on apprend à servir le potage avec des soupières pleines d'eau, pour faire la goutte avant qu'elle ne tombe pas sur la nappe. Pour le service du vin, c'est pareil. Au départ, on s'entraîne à servir avec des bouteilles d'eau. Et comme ça permet de débuter. Et au lycée hôtelier, les élèves qui débutent, qui sont en première année de formation, au lieu de servir des clients pendant 6 mois ou l'année scolaire totale, ils vont servir d'autres élèves. C'est-à-dire que les élèves, au lieu de manger au self, quelques-uns viennent manger dans le restaurant d'initiation et sont servis par leurs camarades, où là, il y a peut-être un peu moins de pression. On essaie d'appliquer les règles justes. Ils sont peut-être plus vaches que les clients, des fois. Des fois, c'est compliqué. Au niveau communication, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre les techniques. Mais au niveau proprement gestuel... c'est bien quand même. Dans un instant, on va demander à Josh quelques recettes. C'est le principe de cette émission, de profiter de votre présence. Pour nos auditeurs qui peuvent intervenir à tout moment, Nathalie. Vous pouvez bien sûr appeler au 40 86 16 00 si vous avez des questions également à poser à ces professeurs. Si vous avez un enfant qui désire peut-être faire ses études au lycée hôtelier, n'hésitez pas. 40 86 16 00 si vous avez des recettes ou une demande de recettes, on prend également. Et au 7 1 2 3 par SMS.
SMS et sur Facebook. On s'intéresse au métier du service avec déjà une demande d'astuces. Tout à l'heure, on va nous demander, bon, alors c'était plus pas gadget, mais où se mettaient les couverts. On parlait des plateaux. Est-ce qu'il y a un truc pour ne pas que ça glisse sur un plateau? Est-ce qu'il faut acheter un plateau spécial? Est-ce qu'il y a des astuces? Je sais pas, mais du sel. L'idéal, c'est le plateau antidérapant qui permet, voilà. Ça, on trouve dans le commerce ici? Certainement, oui, on trouve dans les magasins, les équipementiers professionnels, oui, on trouve. Pour rajouter juste une petite. Voilà, alors il faut se méfier, voilà, que le napperon lui-même soit pas trop synthétique pour glisser. Ça pourrait avoir plus d'effets néfastes que positifs. Et quand on achète un plateau antidérapant, c'est quoi l'entretien? Faut pas le gratter, j'imagine, quand on le lave? Non, juste éponge savonneuse. Alors il faut préférer les plateaux ronds plutôt que rectangulaires. Ah ouais. Oui, puisque on va pouvoir pour éviter les angles. Oui, et puis l'équilibre, la répartition, c'est vraiment beaucoup mieux. Et quand le serveur doit lui porter le plateau à une seule main, quand il est droitier, essentiellement la main gauche, pour avoir sa main droite de travail disponible pour agir. On sert à droite ou à gauche? Alors on sert toujours à droite, sauf quand on sert à l'anglaise. Les Anglais conduisent à gauche, donc on sert à gauche. Enfin, c'est un moyen mémotechnique, ça n'a rien à voir. Ça peut aider. Sinon, on fait tout à droite. On sert et on débarrasse du côté droit. Qu'on soit gaucher ou droitier, donc il y a une difficulté quand on est gaucher. Voilà, alors... les gauchers vont être contraints dans les grandes maisons vraiment à travailler comme des droitiers. Dans les établissements de bon standing, on peut accepter qu'un gaucher travaille donc à l'inverse de ses collègues de la main gauche. Et puis vous qui nous écoutez à la maison, vous faites comme vous voulez. Ça va pas changer votre vie cette émission aujourd'hui. À droite, dans le métier du service, et plus on monte en gamme, et évidemment plus il y a ce cadre qui reste identique. Et il y a également une formation sur l'hygiène. Oui, alors voilà, parce que nous on dispense les matières professionnelles, tout ce qui est lié au métier de service ou de la cuisine, au travers de la théorie ou bien de la pratique, mais nos élèves ont une vingtaine d'heures de cours du français, de l'histoire géo, des mathématiques et de la science appliquée à la restauration, où là ils voient toutes les notions d'hygiène, de posture aussi au travail, de sécurité, etc. Est-ce qu'il faut deviner le désir des clients? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il est à la fin on peut débarrasser? Ça, c'est des petits trucs qui s'apprennent ou c'est inné? Simplement être attentif et bien regarder le client qui n'a plus rien dans son assiette ou qui a rangé ses couverts et qui... C'est un signe, ça, quand les couverts sont à l'intérieur. Pas fini, je vais faire la sauce avec le pain. Là. Alors quelquefois, voilà, on a le client bavard qui a délaissé son assiette et quand on veut intervenir, on dit « Ah ben j'avais pas fini », donc on respecte, on laisse. Et on débarrasse la table quand tout le monde a fini. Quand tout le monde a fini de manger, oui. Parce on que... fait pas... Oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu te retrouves, toi t'as pas, par exemple, moi j'ai pas fini de manger, toi tu as fini, on va débarrasser ton assiette, alors du coup, moi je me retrouve toute seule avec mon assiette en train de manger. On attend que tout le monde ait fini. T'as qu'à manger plus rapidement. Une autre astuce que je souhaite vous demander, on profite vraiment de votre présence. On arrive bientôt aux fêtes, pour certains foyers qui en ont les moyens, parce que certains, il faut avoir les moyens d'avoir des verres à ballon ou autre. Bien souvent, c'est le verre à moutarde. Quelle est l'astuce pour avoir des verres propres, sans traces, sans rien? Comment on les lave, comment on les ressuie? J'ai entendu parler de vapeur. Oui, c'est ça. Alors on fait bouillir un peu d'eau. C'est pas utile d'avoir une casserole pleine, mais 2-3 cm au fond d'une casserole. On la fait bouillir. On la ressort de la source de chaleur et on va embuer les verres au-dessus de cette casserole. Ça les lave pas, ça c'est avant le service. Voilà, ça se fait avant le service. Ils sont considérés comme propres, mais on veut enlever les traces de doigts, les impuretés. On va venir positionner le verre au-dessus de la vapeur qui se dégage de la casserole et on va tout de suite essuyer avec un torchon propre ce verre qui a été embué de vapeur. À l'extérieur, à l'intérieur et même sur le pied. Avec quel type de chiffon? Oui, parce qu'il y en a. Oui, un torchon en coton. Des litaux.
Un torchon en coton propre et sec. C'est quoi, Vito, Josh? C'est quoi? C'est une marque peut-être, non? Non. Le lito, c'est la petite serviette que l'on voit traditionnellement sur l'avant-bras du serveur, qui aide à transporter les plats et pour ne pas se brûler les assiettes, essuyer un bord d'assiette ou qui serait un petit peu une petite goutte de sauce ou autre. Donc plutôt un torchon, comme c'est pas à la vue du client. Et donc la vapeur. Voilà, la vapeur. Astuce pour avoir les vitres. Des verres clean. Comme pour les vitres, quand tu après prendre la casserole qui vient de bouillir pour les vitres, c'est plus... Non, il y a des appareils. Une petite particularité pour les verres à champagne. Donc, ah oui, il faut que ça soit froid. Froid, mais pas trop propre. Enfin, dans le sens où faut laisser peut-être quelques grains de poussière. Oh là, il va y avoir un débat. Je vois Sandra qui fait qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi quelques grains de poussière? On dit que le dégagement gazeux d'un champagne est lié aux impuretés qui sont sur les parois du verre. Après, je pense que ça doit rester sur de l'invisible. Oui, bien sûr. C'est peut-être vrai, mais le client, lui, il voit les traces quand même. On le voit pas généralement. Mais c'est le chef qui m'a dit que c'était mieux d'avoir... Je me vengerai. Mais c'est le moment, Josh. Vous prenez la parole. On va vous demander également ce que vous avez envie de partager avec nous comme recette. Un truc facile à faire à la maison. Ça peut être un plat pour les fêtes ou un plat à faire facile. Pour les fêtes. On va sur la viande du coup alors, comme vous êtes viandeux, oui. Pas viandé, oui. Restez là. Viandier. C'est ça. Donc, ce que j'aime bien faire pour Noël, et puis ma femme elle adore ça, ce sont les filets mignons de canard. Non, on va plutôt partir soit sur du veau ou soit sur de la biche. Donc aussi. On trouve de la biche ici? On pourrait en commander, oui. Donc après, on peut faire commander directement. On va rester sur le veau. Voilà. Donc ça tombe bien. Filet mignon de veau. Voilà, filet mignon de veau. Légèrement, comment on va dire, on va le colorer. Donc assaisonner un peu de sel, poivron, juste une dans de l'huile, dans avec quoi? un petit peu de moitié beurre et moitié beurre clarifié en fait. Et quelle partie du veau? Alors juste le petit filet mignon en fait est tout petit, il pèse à peu près entre 120 jusqu'à 150 grammes. Donc juste le dénerver légèrement, bien le saler, le laisser reposer une petite vingtaine de minutes. À l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. Donc là, un petit peu de beurre, le mousser. Légèrement, on peut le mettre un petit peu de noisette, le cuire un petit peu pour qu'il soit un petit peu noisette. Et après, on va venir pré-cuire en fait ce veau. Donc moi, j'aime bien utiliser en fait le thermoplongeur. Qu'est-ce qu'un thermoplongeur? Alors, un thermoplongeur, c'est quoi? C'est juste une résistance dans de l'eau. Donc après, l'appareil est calibré pour rester sur une certaine température en fait. Il réchauffe l'eau, enfin il met l'eau à la température, souhaitée. Donc pour les viandes. Quand on n'a pas ça, on fait quoi? On prend un... Alors, quand on n'a pas ça, on peut faire ça dans voilà, ça, on est sur de la cuisson de précision. Ah bah oui. Donc après, s'il faut rester à l'ancienne, donc c'est vraiment au toucher. Donc rosé, on va mettre ça à peu près à 180 pendant 7 minutes un petit peu. Donc tac, après on va le laisser reposer. Et après, on peut le filmer légèrement pour le contenir avec sa vapeur et tout ça. Juste un petit peu au-dessus du four jusqu'à envoyer. En fait, généralement, il faut faire reposer peut-être 15-20 minutes avant d'envoyer tout ça. En fait. Filet mignon de veau. Il y a de la sauce qui l'accompagne du coup un peu? Avec une bonne sauce forestière, pourquoi pas, ça y va très très bien. Sauce forestière, c'est fond champignons, voilà, de fond de veau avec champignons, monter un petit peu à la crème et tout ça. C'est facile à faire ça à la maison. Il y en a qui est tout fait en poudre, tout ça, voilà. mais on peut le faire soi-même à la maison. On peut le faire soi-même, donc avec un peu de champignons de Paris. Et après, si on a un peu les moyens des pleurotes ou champignons d'amande et tout ça, si on peut avoir des cèpes. Donc tout ça sauté au beurre. Donc des crèmes fraîches, c'est ça, on rajoute de la crème fraîche à la fin, juste pour l'adoucir un petit peu, donc pas trop, donc pas trop crémer les sauces. Mais quand on saisit comme ça avec du beurre, après il devient tout marron, c'est pas bon le c'est ce qu'il disait, c'est de faire roussir un peu. Ouais, donc on va le
caraméliser légèrement, il va devenir noisette en fait. Ouais. Après, voilà, il y a un point de critique en fait sur la matière grasse et au-delà de 150 degrés, il va commencer à brûler. Ouais, donc là, faut retirer. Alors, on peut le pallier en fait. Soit vous mettez avec du beurre clarifié, c'est-à-dire qu'on va le faire fondre un petit peu. Voilà, une bonne quantité de beurre, on part sur 500 grammes. Donc, voilà, 500 grammes. Non, mais attends, c'est pour 150 personnes. C'est de la mise en place. On va pas utiliser 500 grammes. On va pas le servir dans un verre, on va dire. Donc après voilà, donc pour le clarifier, il va se séparer un petit lait en fait dans le fond, un petit peu d'écume, on va débarrasser tout ça et on va prendre juste la graisse qui est au milieu en fait. Donc ce qui va permettre de retirer ce petit lait qui brûle. Donc on peut monter ce point point critique, point de fumée on va dire, jusqu'à peu près 180, 200 degrés. Filet mignon de veau, on sert ça avec quoi? Des haricots, des produits locaux? Un bon risotto classique, avec, si on peut rester sur le fenouil, un petit peu de lait de coco sur la fin, frais, ça serait bien quand même. Le risotto. Ah. Tiens, j'en ai fait un il y a 2 jours. Comment tu as fait ton risotto? J'ai bien galéré parce que c'était bon. Parce que déjà t'as pris un riz, il y a un riz spécifique pour le risotto. Oui, après voilà, il y a l'arborio et tout. Voilà, mais pas un mot de français dessus. Ah ouais. Ah oui, non, le riz japonais, c'est ça, c'est les gros. Mais quand même, c'est italien. Voilà, c'est italien. Mais c'est un riz rond, un peu comme le riz japonais, là, c'est ça, non? Oui, c'est un peu de la même famille. Donc, la particularité de la cuisson du risotto, c'est de rester à côté. En fait. C'est ça, c'est bien ce que je me suis dit. Parce que Nathalie a commencé le risotto, après elle est venue à la radio, elle a fait l'émission, et puis sur le coup d'11h, elle s'est dit, bon, je vais aller voir où on est mon risotto. Le principe de toutes les cuissons de riz, c'est l'absorption, en fait, de l'eau. Parce que l'eau, on la met au fur et à mesure, c'est ça? Oui, voilà. Donc, on va de l'eau ou du fond. Donc, pour pouvoir... Non, j'ai préparé un bouillon quand même. Ou un petit bouillon de volaille, même en cube et tout en côté. Donc, les échalotes. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre tout d'un coup, de l'eau, enfin le bouillon? Parce que tu n'es pas en train de faire un riz normal, tu fais un risotto qui doit petit à petit, non? Oui, petit à petit, mais on pourrait donc de l'immerger et le laisser cuire tout le temps, mais la cuisson sera pas la même en fait. Donc quasiment tout le contour sera imbibé avant que le milieu puisse se chauffer en fait. Parce que la température elle sera pas assez haute pour pouvoir être absorbé chaud en fait. Et comment on sait qu'un risotto est prêt? Alors, on goûte? Un risotto est prêt, moi je le fais toujours en pré-cuisson en fait. Donc sauf si je le sers au moment. Parce que si vous le terminez et puis vous attendez le service, il va continuer à cuire en fait. C'est vraiment pouvoir avoir quelque chose de moelleux, de coulant à la fin. On prépare le risotto en pré-cuisson, on rajoute des légumes si on a besoin pour pouvoir on peut rajouter des champignons. Si vous mettez de la crème après. Alors on pourrait mettre de la crème après. Bon après il n'y a pas que de la crème. Ce que tu as fait pour rattraper là. Ah non, mais il était très bon. Non. Donc une fois que le riz est pré-cuit, tout de suite. Et dès qu'on commence les services, c'est par portion en fait. Donc une petite casserole avec une base de crème, de mascarpone, de beurre. Ah ouais. Oui. Voilà. Non, moi j'ai fait léger. J'ai fait juste au bouillon et un petit peu de parmesan. Si t'as pas mis la mascarpone, c'est pas un risotto. Moi je savais pas qu'il y avait de la mascarpone. Enfin c'est le plus. Oui voilà, c'est le plus. Et, voilà. Donc si on peut rester en Italie, donc ça donne vraiment quelque chose de moelleux. Et donc fait son dernier moment, il faut que le risotto il soit coulant et qu'il tombe en fait, qu'il reste pas. Est-ce que ce riz on peut l'utiliser pour autre chose, genre un riz au lait ou un... Bien sûr. Ou des sushis. Ouais, ou même paella, c'est le même principe. Okay. Voilà. Donc on l'a même déjà essayé en sushi, c'est pas la même chose. Donc s'il n'a pas la même absorption, il n'a pas la même texture en fait. Donc il colle pas, c'est ça? Il colle pas comme le riz à sushi. Oui, voilà. Donc il est un peu plus rigide, et un peu plus croquant même s'il est cuit. Donc alors que le riz sushi, lui, il va bien absorber, il devient tout mou et puis facile à travailler en fait. Filet mignon de veau et pourquoi pas son petit risotto qui l'accompagne. Waouh! C'est bon le risotto. Sandra, est-ce qu'il y a des plats que vous n'aimez pas servir, qui sont difficiles? Je parle dans le métier du service. En restaurant, est-ce qu'il y a le plus difficile, c'est quoi? C'est le plat chaud, la soupe parce que c'est un liquide, le dessert parce que des fois c'est des. Le plus délicat, alors c'est pas ce que je n'aime pas, mais ce sont les plats où il y a de fortes contraintes, les plats qui nécessitent un découpage. Par exemple, si on doit découper un gigot d'agneau en salle. C'est le faire vite et bien pour respecter la température. Et c'est toujours le point critique, en service, dès qu'il y a une manipulation, un découpage, quand on filette un poisson pour que le client ait ses filets
dans l'assiette et qu'il n'y ait plus l'arête centrale, on va le préparer devant le client au guéridon, une sole ou on pourrait ici faire avec un perroquet. Ôter les nageoires, ôter les filets. Ensuite, on enlève l'arête centrale, on redresse dans l'assiette du client, on met la garniture de légumes qui était sur un plat. Et en fait, tout ça, le point critique, c'est la rapidité pour que le client ait son plat chaud. Et sur un poisson, voilà, pour qu'il soit cuit à juste température, on veut garder quelque chose aussi de cuit parfaitement, mais la chair du poisson est quelque chose qui garde très peu la chaleur. Et quand on fait des manipulations, voilà, surtout quand on fait acquérir les compétences aux jeunes, c'est difficile de respecter la chaleur. C'est la 2e année, sa 3e année, la découpe comme ça devant le client. La 3e année. 3e année. Mais voilà, c'est toujours plus ou moins une découverte. On le fait rarement, vraiment suffisamment pour que ce soit acquis, efficace. Et donc c'est un petit peu de longueur. Et voilà, ce qui en pâtit, c'est la chaleur du produit. Et à l'arrivée, voilà, si c'est pas chaud, c'est moins apprécié. Évidemment. Et qui l'aura pensé, vous, ou alors c'est une intervention d'un cuisinier qui vient expliquer comment on découpe, comment on fait des filets? Parce que là, c'est votre domaine, plutôt, hein? Bien sûr. On travaille les poissons, mais les découpages en salle, on fait une démo en fait, pour les cuisiniers, pour pouvoir présenter un petit peu comment le plat va être présenté aux clients. Donc, on pourrait travailler avec les restaurants, mais généralement je fais la démo moi avec mes cuisiniers. Donc voilà, puisque globalement, quand un poisson est servi en cuisine directement à l'assiette, il va être désarrêté avant de la cuisson. Alors qu'en service, on va fileter un poisson qui a été cuit entier. Voilà, donc c'est pas un cuisinier qui vient pour préparer pour le client, c'est un des serveurs ou serveuses. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et on peut faire, alors actuellement, on a dépoussiéré, il y a quelques années, on découpait le canard rôti en salle, ou le poulet rôti, le gigot. C'est des techniques qui sont vraiment difficiles à maîtriser, et aussi les desserts peut-être. Voilà, les desserts ça, aussi, voilà, je vais y venir. Voilà. Et au niveau de ces découpages, on est resté maintenant avec le nouveau bac pro sur des découpages plus simples, le magret de canard, où là, il y a moins de difficultés, ça peut être efficace et le client mange chaud. Après, il y a tout ce qui est flambage en dessert. Et ça, c'est très plaisant. Si c'est mal fait, quoi. Parce que ça, c'est flambé devant le client. Oui. Ouais. Par contre, étonnamment, il y a moins de difficultés et moins de contraintes, puisqu'on est sûr que c'est chaud. Voilà, on est sûr que la préparation est chaude. Alors globalement, tous les flambages réalisés en dessert sont sur la base d'un caramel qui peut être aromatisé ou détendu avec un jus de fruits. Et ensuite, on cuit le fruit, souvent c'est un fruit, ou les crêpes. Et ensuite, en dernier lieu, on chauffe bien et on flambe avec une eau de vie. Une eau de vie, ça peut être autre chose? Une liqueur, mais globalement, c'est une eau de vie, puisqu'il faut qu'on ait un certain taux d'alcool. 40 degrés, ça flambe bien. Ça flambe bien aussi en cuisine, l'importance des fourneaux. Ça évolue ou on est toujours à la flamme? Il n'y a pas d'électrique dans la cuisine? Si. Donc on essaie de se mettre à la page des innovations en fait qui sortent assez souvent en fait. Et puis que les élèves sont amenés à rencontrer dans certaines cuisines, quoi. Bien sûr. Donc on parlait tout à l'heure de thermoplongeurs. On a des fours mix en fait, voilà, qui sont réglables avec des cuissons de précision, avec des sondes intégrées pour des cuissons à cœur précises. Et après, voilà, dès que la température est atteinte dans une pièce, dans un magret de canard par exemple, on peut en cuire 60 en une fois ou une trentaine comme on fait dans nos services actuellement. Donc voilà, généralement je règle jusqu'à 52, 54 en fonction du temps de cuisson des magrets. Dès que la température est atteinte, on le sonne. Généralement, c'est juste un petit peu avant le service et on le remet en température de garde pour pouvoir le garder chaud, humide, avec un réglage de taux d'humidité. Mais des fois, on dit, par exemple, pour la viande, il faut après l'enfermer, par exemple, dans l'aluminium, pour la garder à température. Dans notre cuisson, nous, il est bien scellé, en fait, dans le papier film.
C'est le papier film qu'on a tous à la maison, enfin les gros rouleaux, c'est oui, ça, voilà. Après, ce qu'il nous disait l'autre fois, qu'on pouvait le mettre au four. Oui, c'est ça, ça a été une révélation pour nous. Ça a des températures assez élevées, donc peut aller jusqu'à 250, après au-delà, ça commence à se rétracter. Mais sinon, c'est bien utile, autant dans le chaud, très chaud, et que le congelé. On a faim, chef. Une autre recette. Après avoir évoqué le filet mignon de veau et son risotto, quel partage vous avez envie de faire? Est-ce que ça serait une entrée, une autre plat de résistance, un poisson, une viande ou un dessert? Bon, on est bientôt sur Noël. Un dessert, une petite bûche Noël classique. Une bûche, j'aime bien. D'accord. Une petite bûche. Alors, on peut partir sur une base de génoise, sachant que la génoise, toute simple. Enfin, après, je parle. La génoise, c'est la fameuse pâte qui fait donc, quoi, 1 centimètre d'épaisseur. Celui-là, c'est le biscuit. C'est le biscuit roulé, en fait. Oui. C'est les mêmes proportions que la génoise, sauf que la technique sera différente. Il faudra monter les blancs à côté, blanchir les jaunes. On va le monter on va bien le monter pour Nathalie blanchir Larguet, là, au bain-marie à bon, 40 Nathalie degrés. Voilà. Alors, blanchir les jaunes. Donc, c'est quoi blanchir les jaunes? Pour les proportions, on partira sur 32 œufs. Donc, voilà, là, je pars sur une base, après on va le diviser par 8. 32 œufs. On va peut-être pas rentrer dans les détails sur les proportions, mais est-ce que c'est une recette, celle qu'on trouve sur Internet, je veux dire? Oui. C'est bon? Donc, celle-là, je l'ai gardée, c'est celle du lycée hôtelier, c'est de mon livre de chevet, c'est la cuisine de référence, en fait. Ça fait 15 ans que je l'ai. Alors, à plus petite échelle, 8 œufs, 125 sucre et 125 farine. Je sais que c'est compliqué pour vous à donner des petites proportions, parce que c'est pas dans vos habitudes, quoi. Prenez le coup avec le boulanger, pour faire une baguette, 500 kilos de farine. Et les génoises, dont on trouve les recettes sur Internet, est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez, je sais pas, pour pas que ça se casse quand au moment où on fait ce fameux roulé? Oui. Avant de parler de la garniture, parce qu'on va en parler. D'accord. Donc, on prépare l'appareil, la cuisson avec un sucre cuit jusqu'à 118 petits boulets. Voilà. Donc, technique. Donc, avec un thermomètre, de l'eau, un peu du sucre avec un petit peu d'eau, on va le cuire jusqu'à 118 et on va l'arrêter là. Avec ce sucre cuit, on va monter blanchir les jaunes. Donc, c'est qui va blanchir les jaunes, c'est-à-dire qu'il faut les battre? Oui, voilà. Donc, avec le sucre. Voilà, avec le sucre. Les sucres, oui, avec le blanc. On fait mousser le jaune d'œuf avec le sucre, ce qui permet de dissoudre le sucre. Le sucre cuit, et après il aura cette particularité de tenir. Voilà, ça tient, ça y est, je me rappelle. Après on rajoute la farine et le blanc monté à la fin. Donc ça on va l'étaler à peu près sur 4 cm, 3-4 cm. Farine sans levure, on est d'accord, hein? Ah oui, sans levure, donc ça marche très bien. La bleue. Donc ça 180 pendant peut-être 5-7 minutes. Très rapide. Qu'on met juste sur une plaque comme ça, quoi. Oui, voilà. Sur la plaque avec une feuille sulfurisée en dessous. On va l'étaler avec une spatule pour bien l'aplatir, la régulariser. Et après, donc, on va sortir ça une fois cuite. À chaud, on va laisser reposer un petit peu 5 minutes pour pas se brûler les mains. On va le rouler tout de suite, en fait, pour pouvoir donner une forme. Alors, avant de le rouler, on met quand même quelque chose dedans. Même pas. En fait, on le roule pour pas que ça se casse. Voilà. On va le rouler. On va dérouler pour garnir. Comme ça aura le fait qu'il sera enroulé sur lui-même, donc ça va aider à l'étape après quand on a mis la garniture. Et garniture, on met quoi? On pourrait mettre une crème au beurre, pareil, donc jaune avec monté au sucre cuit. Sucre cuit, ok. Voilà. Donc voilà. Après l'étape c'est de voir le monter et sans s'arrêter en fait jusqu'à un total refroidissement. Donc il serait pratique de le faire avec un batteur. Okay. Ouais, voilà. Après on étale, on roule. Ah non, après il faut incorporer les beurres pommades. Le beurre pommade dans légèrement ramolli, quoi, du beurre légèrement ramolli. Légèrement, on va le monter et après on va le laisser tourner tout doucement au four jusqu'à ce qu'il se refroidisse. Ça peut prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Et pendant ce temps-là, la génoise, elle refroidit bien, quoi. Je vais aller en acheter une, moi, je crois. Non, fais-la, ça va être drôle. Prends des photos, tu vas sur Internet, qu'on puisse rigoler. C'est ça. Peut-être une bûche de bois. On s'est fait rouler par Nathalie avec sa génoise. Donc après une fois les deux éléments refroidis, on peut imbiber légèrement le biscuit. Voilà. Le biscuit avec quoi?
Avec un petit sirop, on peut ajouter un petit peu de rhum, voilà, légèrement, vanillé aussi. Après, c'est au goût. Hein. Donc, on pourrait mettre et après, du parfum dans les dessus, crèmes. Du parfum, on peut les partager, une moitié café, une autre vanille, pourquoi pas un tiers au chocolat. Ouais, ça, c'est libre pouvoir à chacun. varier en fait. Et une fois que c'est roulé, pour garder ce côté roulé escolant, on utilise le film par exemple. On pourrait utiliser le film, on pourrait utiliser directement le papier sulfurisé. Ok. Voilà, donc c'est comme les sushis, vous pouvez serrer un petit peu, le bloquer. Et on met au frais. Et on met au frais, comme voilà. ça. Combien de temps? Oh, faut bien une bonne heure, 2 heures. Ok, donc ça prenne bien un peu. Vous avez encore un peu de crème qui reste pour pouvoir décorer sur le dessus avec une douille dentée. Donc vous faire l'effet un petit peu écorce de bois. Les douilles, c'est ce qui se met à l'extrémité des poches là. Voilà. Ça c'est classe quand on sait utiliser ça. Sinon, si on n'a pas à la maison, on peut faire avec une fourchette. Une fourchette. Ah oui, oui. Pour donner ce fait relief, écorce. Et quand on n'a pas de douille, on prend un sac plastique, un truc. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc un petit sac plastique du commerce, un coup de petit peu. Donc. C'est bon. La semaine prochaine, on va manger, ce grâce à Nathalie, un filet mignon de veau et une bûche en dessert. Merci à tous les deux, ça passe vraiment vite. Hein. Je vous avais dit 1 heure quand on parle de plaisir comme ça, en espérant avoir fait passer un bon moment à nos auditeurs, auditrices, et puis peut-être les cuisiniers et ceux qui travaillent dans le service qui nous écoutent, peut-être. Et d'ailleurs, au restaurant du lycée hôtelier, il y a ce soir, alors où est-ce que je l'ai noté Pardon? Un menu bien-être. Il y a un menu bien-être, voilà. Bah, du coup, je le retrouve plus, je l'avais tout à l'heure. Donc, un menu. Ça va être léger? Bien-être où il faut donc. Oui. Pas forcément, c'est axé sur le végétarien. Voilà. Donc, mais ça va être gourmand, je pense. Voilà, il y a un carpaccio de betterave, mousse d'avocat, un œuf parfait au mori et asperges, galette de quinoa et champignons, purée de poisson grillé et dessert de fruits. Je vois pas ce que c'est. Ouais, c'est une assiette gourmande à base de fruits, donc. Ah, c'est gourmand. Ok. Ouais. C'est la mode, hein. Les gens aiment bien ça. Quinoa tout de suite. Donc c'est à partir de 19h, c'est ce soir. Donc pour toute réservation, 40 50 45 50. Et à mon avis, ça va vite être complet cette histoire-là. Comme tout ce que vous faites. Merci à tous les deux, Sandra Rouillet, professeur de service, et Josh Tinoroy, professeur de cuisine. Merci. Merci beaucoup. De bonnes fêtes. Oui, c'est ça. J'ai un peu de vacances. Le lycée hôtelier a des vacances scolaires comme. Oui, voilà. On fonctionne, oui, tout à fait comme tous les autres établissements scolaires. On ferme à la mi-décembre avec 2 soirées de Noël, le mercredi et le vendredi de la dernière semaine. Donc voilà, il doit rester des places pour le mercredi 13 décembre. On propose la 100 couverts avec un menu et les élèves vont participer à l'animation aussi, faisant quelques prestations. En quelques secondes, une dernière question pour vous, Sandra. Quand vous mangez à la maison, pour décompresser du boulot, vous mangez avec les doigts? Les frites, oui. Et Josh, c'est vous qui êtes corvé à Noël, Nouvel An à la maison? Toujours. Merci à tous les deux. Bon retour au lycée hôtelier. Nous, on va prendre la direction de l'info de